C'est un réel plaisir de vous retrouver pour votre émission hebdomadaire La Semaine africaine, le retour sur l'essentiel de l'actualité africaine de la semaine. On commence au Maroc. Le roi Mohamed VI a lancé lundi dernier le programme de valorisation des activités économiques et d'amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès 2020-2024. Un programme de nouvelle génération qui vise la sauvegarde et la pérennisation des métiers traditionnels et la promotion des conditions de vie des citoyens. C'est un récit de Souhail Jalil. Valoriser les activités économiques dans la Médina de Fès. Telle est la nouvelle impulsion donnée par le roi Mohamed VI dans l'une des villes les plus séculaires du royaume, grâce à un programme de nouvelle génération concernant 1197 sites et doté d'une enveloppe budgétaire de 670 millions de dirhams. Ce chantier royal porte notamment sur la restauration et la réhabilitation du patrimoine historique de la Médina de Fès et le renforcement de l'attractivité de cette cité-musée. À cet effet, le roi Mohamed VI a présidé la cérémonie de signature de la convention de partenariat et de financement relative au programme. Dans le cadre de l'attention particulière du souverain de préserver le cachet architectural de la Médina de Fès, le ministère des Habous et des Affaires islamiques s'engage à sauvegarder et à préserver le patrimoine de la ville de Fès. Cela concerne 55 mosquées, 28 écoles coraniques et 60 autres lieux dans les drazat et les fanadek. Nous venons d'assister à la signature du lancement du programme de valorisation des activités économiques et d'amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès. Notre ministère s'engage avec les autres ministères à préserver et à promouvoir le rayonnement de la ville de Fès. Par ailleurs, le souverain a également visité le chantier de restauration de Fondok Kharashfiyin, nécessitant un investissement de 6 millions de dirhams. Ce chantier devra participer à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine, ainsi qu'à la promotion des métiers artisanaux. Notons également qu'un programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès, doté d'une enveloppe de 588 millions de dirhams, a été lancé par le souverain, portant sur la restauration de 11 monuments historiques, de 10 lieux de culte et de 40 lieux de bien-être. Ce programme permettra à terme de réhabiliter 39 lieux d'artisanat et de commerce traditionnel, l'amélioration du paysage urbain et du cadre bâti, ainsi que la réhabilitation de Dar al-Makina. Et enfin, avec un budget de 400 millions de dirhams, un programme d'aménagement de parking et de réhabilitation des espaces publics 2017-2022 est en cours d'exécution. Le dit programme ambitionne l'amélioration de l'accessibilité à l'ancienne Médina, et ce à travers l'aménagement de 8 parkings et l'installation d'un dispositif d'information. Leur souci, c'est de mieux gérer la migration et la mobilité. Les ministres des Affaires étrangères des pays de la Méditerranée occidentale réunis à Marrakech ont appelé à agir dans un esprit de partenariat pour une gestion efficace, novatrice, responsable et mutuellement bénéfique des populations. C'était lors de la 8e conférence ministérielle du dialogue 5+5 sur la migration et le développement qui a pris fin lundi, suivant le récit d'Ala Benali. Une bonne gouvernance de la migration à l'échelle régionale et internationale repose sur une coopération politique étroite entre les pays du dialogue 5+5. C'est dans cette perspective que s'est ouverte à Marrakech la 8e conférence ministérielle sur la migration et le développement. La veille de son ouverture, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita s'est réuni avec son homologue portugais. Lors de cette entrevue, les deux responsables ont abordé les préparatifs de la réunion de haut niveau prévue entre les deux pays cette année à Lisbonne. Nous avons un agenda très riche qui comprend la relation économique, probablement la possibilité d'un accord bilatéral sur la migration et la migration circulaire, alors de travailleurs saisonniers, mais aussi des projets de coopération luso-marocain en Afrique et bien sûr des projets concernant les interconnexions électriques entre les deux pays. Dans la foulée, le chef de la diplomatie marocaine a reçu son homologue maltais.
Les entretiens ont été axés sur les moyens de consolider la coopération entre les deux pays, aussi bien sur le plan bilatéral qu'au niveau de l'Union européenne et de l'Union africaine. La République de Malte et le Maroc doivent œuvrer ensemble en faveur du commerce et du développement et pour la création d'opportunités en Afrique. L'avenir de l'Europe et celui de l'Afrique sont liés, d'où la nécessité de travailler ensemble. La 8e conférence ministérielle sur la migration et le développement vise principalement à définir un cadre d'action global en Méditerranée occidentale portant sur la question migratoire dans ses différentes dimensions. Son organisation est une contribution à la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté en décembre 2018 à Marrakech. En Tunisie, le nouveau chef du gouvernement a officiellement pris ses fonctions cette semaine lors d'une cérémonie de passation de pouvoir avec le gouvernement sortant de Youssef Chahed. Elias Farfad a rappelé que le changement de gouvernement a largement affaibli la Tunisie et appelé à préserver la stabilité politique. C'est un reportage de Nejwa Becha à Tunis. Depuis longtemps pour ce moment historique. Une phrase prononcée par Youssef Chahed, le chef du gouvernement sortant, lors de la cérémonie officielle de passation de pouvoir entre lui et Elias Farfad, nouveau chef du gouvernement. Une phrase qui résulte de la démocratie dans la pierre angulaire et l'alternance au pouvoir. Aujourd'hui, il y a des priorités urgentes pour stimuler la croissance économique. Il faut travailler davantage pour pouvoir dépasser les 4 et les 5%, surtout que la saison touristique est prometteuse. Il y a aussi le champ Nawara. Il faut encore travailler pour soutenir les zones industrielles, à savoir le phosphate. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour partir, mais pour rester. Non par avidité de pouvoir, mais parce que le pays ne peut plus supporter autant de gouvernements qui se succèdent. Youssef Chahed a fait beaucoup d'efforts pour améliorer la situation dans le pays au niveau macro et sécuritaire. Youssef Chahed quitte la présidence du gouvernement après 3 ans et demi de loyaux services. Le plus grand mérite du gouvernement Chahed reste cependant la maîtrise du déficit budgétaire, qui était de l'ordre de 7% en 2016. Actuellement, ce déficit est tombé à moins 4%. Le nouveau gouvernement doit poursuivre le chemin. C'est clair que les défis sont économiques. Les défis sont sociaux, mais ils sont économiques d'abord. Si on ne relance pas l'économique, ce sera difficile, socialement parlant. Il faut relancer l'économie, il faut relancer l'investissement, il faut trouver une solution aux difficultés de trésorerie dont souffrent les entreprises. Pour le nouveau chef du gouvernement, c'est une nouvelle génération qui a travaillé auprès d'anciens militants. Et c'est cette génération politique qui participera à construire la Tunisie. À la fin de son discours, Elias Farfad a laissé échapper quelques larmes au moment de rendre hommage aux martyrs de la nation. C'était un moment historique. Youssef Chahed sort par la grande porte, laissant sa place à un nouveau gouvernement appelé à faire preuve de responsabilité à l'égard d'un pays souffrant d'une grave crise sociale et économique depuis la Révolution. Nejwa Becha, Médien TV, Tunis. Et puis en Libye, la situation se complique avec la démission de Hassan Salamé. En effet, après avoir finalement décidé de démissionner de son poste d'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye, en évoquant des raisons de santé, Hassan Salamé laisse dans son siège un pays encore déchiré où l'ingérence étrangère s'est accentuée depuis quelques mois. Les détails dans ce récit de Sohail Jalil. Après 3 ans de bons et loyaux services, le négociateur en chef des Nations Unies pour la Libye, Hassan Salamé, a rendu le tablier lundi. Le diplomate s'était retrouvé dos au mur face à l'intransigeance des rivaux libyens, à s'accorder dans ce que beaucoup présentaient comme les négociations de la dernière chance. Pourtant, il y a un peu plus de 3 semaines, tout le monde avait l'espoir d'un accord de paix, y compris le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Mardi, et au lendemain de la démission de Salamé, le gouvernement libyen d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par l'ONU appelait la communauté internationale à poursuivre ses efforts pour la paix en Libye, un objectif qui semble de plus en plus difficile à atteindre, avec une tension toujours plus forte entre les camps rivaux.
les forces loyales à Khalifa Haftar continuent d'asphyxier financièrement le gouvernement d'union nationale. En effet, depuis janvier et le blocus imposé par les hommes de Haftar sur la production pétrolière, le manque à gagner est de l'ordre de 2,5 milliards de dollars. C'est d'ailleurs là l'une des raisons principales qui ont poussé le gouvernement d'union nationale à quitter la table des négociations, puisque la levée du blocus était pour lui une condition sine qua non pour la poursuite du dialogue. Pour l'heure, le cessez-le-feu instauré mi-février par le Conseil de sécurité des Nations est régulièrement violé, les deux parties se rejetant la responsabilité des affrontements sporadiques entre les factions rivales sont recensés sur une base quasi quotidienne aux abords de la capitale Tripoli, une situation qui prolonge l'impasse du processus politique en Libye après presque une décennie de chaos. Fini le suspense autour de la probable candidature d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Le chef de l'État ivoirien a annoncé jeudi qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2020. Une décision largement saluée. Complément d'information avec nos reporters Sandrine Bomba et Hernan Dogo. C'est l'actualité du jour ici à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne sera pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. C'est ce qu'il a déclaré ce matin en présence des parlementaires de l'exécutif réunis en congrès pour la première fois en terre d'Eburnie. En tout cas, on ne sait pas qui sera le candidat du RHDP vu qu'Alassane Ouattara est lui-même le président de ce parti qui représente le plus grand parti politique de la Côte d'Ivoire. On sait toutefois que le président entend être le premier chef d'État ivoirien à faire une transition, c'est-à-dire comme ce fut le cas au Congo avec Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. On écoute quelques réactions. Le président nous fait là aujourd'hui la démonstration de ce qu'il est. Le président Ouattara sera pour nous-mêmes, pour toujours, cet homme de référence-là. Maintenant, c'est à nous de lui démontrer que nous avons su apprendre à ses côtés. Pour l'heure, je voudrais que nous puissions continuer de lui rendre hommage en continuant de bien travailler au gouvernement, en continuant d'apporter la paix, d'apporter le développement à nos concitoyens. Je pense que l'ouverture de la voie vers la nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques ivoiriens sonnera donc le développement à nouveau, une dynamique nouvelle. Et on se félicite de ce geste très démocratique et très important. C'est un jour important pour la démocratie, la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Au Togo, la Cour constitutionnelle a proclamé mardi dernier à Lomé les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Le président de la Cour, Abou Assouma, a ainsi confirmé la réélection du président sortant Faure Gnassingbé pour un quatrième mandat de 5 ans avec 70,78% des suffrages. L'opposant Abeyome Kodjo, arrivé deuxième derrière le président sortant avec 19,46% des suffrages, dit avoir déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Il rejette ainsi les résultats et dénonce de facto la victoire de Faure Gnassingbé. Dans le camp de l'Union pour la République qui jubile encore, les choses doivent aller vite pour que le président élu réponde aux sollicitations de ceux qui lui ont accordé leur suffrage. L'épidémie de coronavirus inquiète la population malienne. Les autorités sanitaires préparent déjà la riposte et rassurent en même temps les citoyens, même si aucun cas n'a été enregistré pour l'heure. Le pays a tout de même pris ses dispositions. Le reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Denyoko. Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, les équipes du Dr Al-Mustafa Maïga, chef de département biologie médicale au CHU Gabriel Touré, sont à pied d'œuvre au sein de leur laboratoire afin de doter le Mali de meilleures réponses à la maladie. Mais avec la détection d'un cas au Sénégal, pays frontalier, la pression est montée d'un cran. On a reçu beaucoup d'agitation de part des patients, des appels personnalisés, mais aussi au niveau des autorités. On voit déjà une grande mobilisation au niveau de la hiérarchie. Si des chambres sont d'ores et déjà apprêtées pour accueillir d'éventuels malades et les équipes d'analyse prêtes, certains ont des doutes quant à la capacité du plateau sanitaire malien. Un virus comme ça, qu'on peut dire qu'il est étranger, est-ce que nos autorités, vu nos moyens sanitaires là, est-ce qu'on pourra faire face à ça?
L'équipe du docteur Al-Mustafa Maïga, majoritairement composée de femmes, compte capitaliser sur l'expérience de la maladie à virus Ebola qui a déjà touché le Mali. Au niveau interne, au niveau des structures médicales, on est organisé un réseau pour que dès qu'il y a des cas suspects, les cas suspects puissent être isolés au niveau des structures. Je donne l'exemple de l'hôpital Gabriel Touré. On a identifié des salles d'isolement, donc il y a un endroit où les patients doivent être isolés en attendant de faire des prélèvements, envoyer ces prélèvements dans les laboratoires CEREFO et les laboratoires INSP, qui sont des labos désignés, coordonnés par l'INSP pour le diagnostic et la confirmation des cas. Malgré les dispositions prises, le docteur Al-Mustafa Maïga et son équipe comptent sur l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et des autorités maliennes en vue de doter les techniciens de plus de matériel pour préparer sereinement la riposte. Et après un premier cas détecté en Égypte en janvier dernier, l'Algérie, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie ont suivi. Par mesure de prudence, le Niger renforce les contrôles aux frontières. Les détails dans ce reportage de notre correspondant à Niamey, Jean-Dibré William. Alors qu'il avait jusque-là été épargné, le continent africain enregistre depuis le mois passé ses premiers cas de contamination au coronavirus. Après l'Égypte et l'Algérie, l'Afrique subsaharienne n'a pas été épargnée avec un premier cas signalé vendredi dernier au Nigeria. Au Niger voisin, la nouvelle était évidemment au centre des discussions ce week-end et ce lundi matin, les habitants de la capitale Niamey se sont réveillés beaucoup plus concernés qu'auparavant. Nous, ici au Niger, en tant que voisins, nous sommes à un pas du Nigeria. Normalement, obligatoirement, ça doit nous inquiéter. Parce que c'est une maladie qui, aujourd'hui, si ça contracte une seule personne, une seule famille, et ça peut faire des ravages dans le pays en question. Il y a 1 ou 2 semaines en arrière, comme on parle de coronavirus, j'aurais dit, ça ne nous regarde pas, c'est un truc qui se passe en Chine et tout. Après, il y a eu quelques cas en Europe. Après l'Afrique, le Nigeria. Donc il y a une petite inquiétude qui est là. On se dit, bon, espérant que les mesures de sécurité prises par les autorités nigériennes arrivent à contraindre ça, quoi. Des mesures justement renforcées au niveau des aéroports du pays, mais également sur les frontières terrestres. Face à la presse ce lundi, les autorités sanitaires ont réitéré les messages de prévention à l'endroit des populations locales, non sans annoncer un regain de vigilance face à la menace. Il y a pas à se paniquer parce que il y a le cas au Nigeria, il y a un cas en Algérie, mais on doit renforcer la vigilance. Pour le Nigeria, les dispositions ont été prises et sont en train d'être renforcées davantage. On l'a fait il y a 2 semaines pour la bande de la frontière avec le Burkina. Il a cité les points d'entrée terrestres et on a évolué sur les autres points d'entrée avec le Nigeria. Et d'ici, en tout cas, les 48 heures, on va couvrir jusqu'à la région de Zender. Outre les mesures annoncées, une vaste campagne de communication est également prévue sur les voies de transmission du virus, ainsi que les moyens de s'en prémunir. Si aucun cas suspect n'a pour l'heure été détecté dans le pays, le Niger compte bien résister à l'épidémie qui a déjà touché plus de 60 pays dans le monde. Nous arrivons à la deuxième partie de ce numéro, le moment de revenir sur quelques émissions phares diffusées dans la semaine. Aminata Thiam a reçu cette semaine le journaliste de la radio nationale sénégalaise et analyste politique Mamadou Thior. C'était pour parler de la crise post-électorale en Guinée-Bissau. On le sait, le président élu Umaro Sissoco Embalo a organisé son investiture ce jeudi comme président de la République sans la confirmation du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui explique cela? On écoute Mamadou Thior. Il est quelque peu pressé et bon, je pense que ce n'est pas bien pour lui. C'est vrai, il y a beaucoup d'urgence en Guinée-Bissau, mais vu un peu le contexte que vit le pays, même s'il fallait attendre, je crois 3 mois ou 4 mois pour y arriver, parce que comparaison, vous avez vu, à RD Congo, il a fallu attendre quoi, presque 6 mois, avant 5 ou 6 mois avant de former un gouvernement réellement, pour prendre un peu réellement la mesure du pouvoir. Je pense qu'il est quelque peu pressé et il aurait fait mieux d'attendre que vraiment la Cour constitutionnelle recueille sa prestation de serment et comme ça là il peut se mettre au travail. Mais là on voit que les positions sont très tranchées et le PAIGC
semble avoir un peu repris du poids de la bête, parce que même si Cipriano Casamance, le président de l'Assemblée, a renoncé après avoir été porté, choisi par les députés du PAIGC, aujourd'hui le PAIGC peut-être cherche une autre échappatoire, et c'est en cela que la CEDEAO doit faire preuve de tact politique pour amener ce pays à sortir de ce imbroglio. Le tout premier cas d'infection au coronavirus a été confirmé au Maroc lundi dernier par l'autorité sanitaire. Il s'agit d'un Marocain provenant de l'Italie. Comment le citoyen marocain doit-il se comporter face à cette maladie? Quelles mesures de prévention a adopté Jouda Benamor, le professeur en pneumologie à Chou Ibn Chena de Rabat, nous donne des réponses. Elle était l'invitée de rédaction de Média TV Afrique avec Khadija Irsan. Regardez. Alors, le citoyen doit se comporter, que ce soit pour cette épidémie, que ce soit pour l'épidémie de la grippe, que ce soit pour n'importe quelle infection respiratoire. Nous avons changé d'attitude et nous devons apprendre et éduquer. Ça veut dire quoi? On ne va pas éternuer devant une personne. Quand on est malade, on éternue dans un papier et ce papier, on ne le jette pas n'importe où. On a dit que le virus reste vivant. Il faut vraiment le mettre dans un circuit où personne d'autre ne pourra le toucher. D'accord? Et puis quand on éternue, il ne faut pas éternuer dans ses mains. Après, dans vos mains, il y a les virus qui sont là et vous allez toucher des poignets, vous allez toucher de la monnaie, et ça restera. Donc, lavage des mains, éternuer dans du papier. Lavage des mains à quelle fréquence, professeur Benamor? On se lave les mains dès qu'on a touché un objet. Nous, particulièrement dans une structure de soins, nous avons un savon liquide à chaque contact d'un malade. On est obligé de nous laver les mains et c'est mis et c'est disponible au niveau de toutes les structures de soins. Chez le citoyen, il a un petit flacon d'alcool qu'il peut mettre dans, ou bien le lavage des mains au savon le plus fréquemment possible et ne pas se toucher ni les yeux, ni le nez, les muqueuses. Avant de se toucher le nez, ou les yeux, ou la bouche, se laver les mains. Et dans l'émission Talk Afrique depuis Abidjan, Thomas Eyman s'est intéressé à l'alphabétisation en Afrique. Et quel est son impact pour le développement du continent? Voyons la réponse avec Annie Bertin-Kwaku, le président national de la Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO. Celui qui sait lire et écrire, il va avoir un bon travail. Et quand bien même celui qui n'est pas allé à l'école, qu'il a beaucoup d'argent, il a besoin aussi d'être alphabétisé pour pouvoir faire avancer son affaire. Donc, l'alphabétisation a un impact considérable parce que il faut dire que, comme on le disait souvent, celui qui ne sait pas lire, c'est comme un malade qui s'ignore. Donc, l'alphabétisation, c'est le moteur du développement et il faut que tout le monde s'y mette. Et c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle émission de la Semaine africaine. Bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.